Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Comme régulièrement lors de la première séance plénière de rentrée, nous avons nous pencher sur le budget supplémentaire de notre collectivité. Il intervient après le compte administratif de l'année précédente et vise à affiner la trajectoire du budget de l'année en cours. Cependant, cette année, si nous étudions bien ce budget supplémentaire, il aura rarement aussi mal porté son nom, malheureusement. On cherche finalement le supplémentaire, ce qui confirme à nouveau l'étroitesse de nos marges de manœuvre budgétaires. Malgré 20,3 millions d'euros de recettes nettes complémentaires, issues notamment des produits de fonds Périquet, le DCP pour 6,3 millions d'euros, nouvelle recette de fonctionnement à souligner, devant permettre aux départements d'aider à financer les allocations individuelles de solidarité. Du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de reliquat de dessaisissement de l'aide sociale à l'enfance, seulement 4,5 millions d'euros de mesures supplémentaires peuvent être affectées à l'action sociale, car il nous faut d'abord prélever 15,8 millions d'euros pour combler le déficit sur l'investissement constaté dans le compte administratif 2024. À noter en investissement par crédit de redéploiement la réévaluation de la subvention à Partenor de 1,2 million d'euros et au SDIS de 2 millions d'euros. C'est une bonne chose, les besoins sont là. Certes, des jeux de redéploiement et d'ajustement permettent de réabonder quelques lignes de crédit, mais il s'agit de sommes relativement marginales. Je soulignerai les crédits redéployés pour le déploiement des centres de santé départementaux qui répondent à un réel besoin majeur dans la plupart des cantons. Nous sommes d'ailleurs nombreux dans cet hémicycle à être candidats à l'implantation de tels centres dans nos cantons respectifs. Je profite de cette occasion d'ailleurs pour saluer le travail des services financiers du département, car il devient très difficile d'équilibrer notre budget. Et je ne doute pas que cela demande un minutieux travail d'analyse et de projection alors que le contexte politique et financier n'a jamais été aussi incertain. Nous sommes tous perplexes, comme nos concitoyens d'ailleurs, et les acteurs économiques qui font la croissance également, face à la période que nous vivons totalement inédite et particulièrement anxiogène compte tenu de la situation financière du pays. L'an passé, à pareille époque, nous subissions les conséquences d'une dissolution anticipée et décidée sans concertation. Nous nous demandions alors quand nous aurions un budget, mais aussi quelle en serait sa nature. Je ne vous détaille pas davantage ces épisodes. Mon rappel vise surtout à illustrer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés quant à nos moyens, mais aussi concernant notre existence même, je crois. Si Éric Woerth, éphémère ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation et du Logement du gouvernement 1 de Sébastien Lecornu, jugeait inopportun la suppression d'un échelon de collectivité territoriale, on sait que l'avis n'est pas partagé par le président de la République, qui s'est exprimé déjà à de nombreuses occasions sur le sujet. En juin dernier, les groupes d'opposition ont donc souhaité, dans le sillage de l'appel du 18 juin des 104 départements de France, déposer une motion demandant solennellement à l'État que les missions qui nous sont confiées soient respectées, que les décisions sociales prises au sommet de l'État soient financées, que les départements cessent d'être réduits finalement à un rôle de simple guichet de prestations et d'exécutants finalement. Cette motion, vous ne l'aviez pas jugée urgente en son temps, dont acte. En effet, vous nous aviez dit alors avoir des contacts au gouvernement, que le travail était en cours et qu'il fallait donc attendre qu'il porte ses fruits. Certes, la motion que nous vous proposons n'aurait rien changé, je vous l'accorde, mais symboliquement, elle matérialisait, je crois, notre inquiétude commune face à de multiples inconnus dans un département, le plus grand de France, ainsi que vous le rappelez, à juste titre, fréquemment, mais qui cumule aussi de graves difficultés. Allez d'ailleurs, cette motion à l'ordre du jour de cette plénière, et nous en réjouissons, mais n'aura pas le même écho dans le contexte politique de nouveau inédit d'aujourd'hui. En avril prochain ou plus tard, il nous faudra donc doter notre département d'un budget pour 2026. Où en serons-nous alors à cette heure ? Un nouveau gouvernement vient d'être nommé ce week-end. Pour combien de temps ? C'est la question. En commission, lundi dernier, notre collègue Charles Beauchamp affirmait l'importance de débats autour des recettes de l'État dans cette assemblée, dans la mesure où nous dépendons désormais presque exclusivement de ces dotations pour remplir nos missions. Il nous est donc possible, je crois, de faire des propositions à l'État. En qualité du plus grand département de France, nous avons une forme de légitimité. De même sur l'organisation des compétences.
le débat aura lieu, soyons-en acteurs. Il n'y a pas de précision sur les droits de mutation à titre onéreux dans ce BS, DMTO. Mes renseignements pris auprès de votre vice-président aux finances, Loïc Quatelin, nous savons qu'il devrait être stable et se maintenir cette année. Tant mieux. Il bénéficie certainement du passage de 4,5 à 5% permis par la loi de finances 2025, mais nous savons le marché fragile avec un système bancaire rendu encore plus frileux par les incertitudes politiques à répétition. Par ailleurs, il paraît improbable, voire dangereux, de demander d'augmenter davantage ce taux. Si c'est l'une de nos ressources les plus importantes, il y a fort à parier qu'elle ne redevienne dynamique avant longtemps. Par ailleurs, elle n'est pas vertueuse, c'est ma conviction, pour la dynamique immobilière déjà bien ralentie. Alors comment faire face aux besoins des habitants de notre département ? Nos compétences, essentiellement sociales et médico-sociales, touchent au plus près le quotidien des nordistes qui sont éprouvés par une série de crises depuis le Covid en 2020. Vous me permettrez quelques chiffres à mon tour pour mesurer encore l'ampleur de notre tâche collective. Car si nous manquons d'éléments concrets pour imaginer le prochain budget départemental, nous n'en manquons pas pour mesurer combien la situation des nordistes est difficile. 18,9% de notre population nordiste, une personne sur 5, vit sous le seuil de pauvreté. C'est 4,4 points de plus que la moyenne nationale avec de fortes disparités selon les territoires. Au second trimestre 2025, le taux de chômage est encore de 9,7% pour 7,5% au niveau national, malgré des créations de nouvelles activités dans certains arrondissements qu'il faut saluer et encourager, mais c'est encore bien insuffisant. 190 000 personnes vivent encore en situation de mal-logement dans le Nord et 71 000 logements sont potentiellement indignes, malgré des efforts des collectivités trop longs à se concrétiser sur le terrain. Et ce, je l'affirme, en raison d'une multitude de procédures et de normes rajoutées au fil des décennies. Je peux en témoigner avec l'expérience qui est désormais la mienne aujourd'hui. 11 700 plaintes ont été déposées par ailleurs en 2024, ce qui nous place en deuxième position en matière de violence conjugale et intrafamiliale. Je pourrais bien sûr encore égrener d'autres chiffres concernant l'éducation, la formation, la santé, l'enfance, le vieillissement. Je m'arrêterai volontairement là. Tout ne relève pas bien évidemment de la compétence directe du département. C'est juste, mais touche forcément de près ou de loin à nos attributions qui sont essentiellement sociales, ce qui couvre un très large champ. Nous comprenons donc que vous tentiez de réorganiser et d'optimiser les ressources et les structures départementales, plus vraiment pour dégager des marges de manœuvre nouvelles, mais au moins pour assurer nos missions essentielles. Dans ce cas, nous avons à l'ordre du jour de cette séance la feuille de route sur la protection de l'enfance. Je ne vais pas dévoiler les propos de ma collègue Françoise Martin, qui intervient directement sur cette délibération, mais nous voyons évidemment très favorablement à la création d'un cadre clair, d'une délibération cadre pour l'une de nos compétences prioritaires, à savoir donc tout ce qui est lié à l'enfance et à la petite enfance, comme cela donc avait été mis en exergue lors de la mission d'information et d'évaluation précise et détaillée menée en 2019-2020. Nous espérons que ce cadre pourra nous permettre d'avoir une meilleure évaluation des besoins et des moyens nécessaires pour remplir cette mission cruciale. Par ailleurs, vous avez décidé a priori de réduire le nombre de maisons Nord Emploi et donc le nombre d'agents qui leur sont dédiés. Faute d'informations précises sur ce sujet, nous supposons que si vous réduisez la voilure, c'est pour des raisons financières, puisque vous sembliez particulièrement satisfait des résultats. Nous sommes donc preneurs d'informations à la fois sur la méthode, mais aussi sur les moyens qui leur seront désormais dédiés. Nous pensons forcément au coach emploi, dont vous aviez doublé le nombre en 2022, et dont le contrat n'est a priori donc pas renouvelé. Je profite également de l'occasion pour vous redemander un point qui nous semble important, d'avoir un bilan qualitatif et non pas seulement des chiffres, si possible, concernant les allocataires du RSA qui retournent à l'emploi arrondissement par arrondissement. Cela intéresse, je crois, chacun d'entre nous de savoir ce qu'il en est dans son canton et avoir un maximum de visibilité. Vouloir accompagner vers l'emploi, nous y sommes tous très favorables, mais je ne vous apprends rien, le travail n'enrichit pas forcément et le nombre de travailleurs pauvres progresse, hélas. Nous devons donc être très vigilants sur la qualité des parcours. La baisse du nombre d'allocataires du RSA, noble cause, ne doit pas être considérée uniquement, il nous semble, sous le prisme budgétaire pour notre collectivité.
On voit également aujourd'hui l'optimisation à l'œuvre dans la délibération qui fixe le programme 2025 des ADVB-PTS, programme d'investissement de nos communes. Là non plus, je n'en dirai pas davantage puisque Grégory Bartholoméus aura l'occasion d'intervenir plus particulièrement sur ce sujet. Je note néanmoins que si en année préélectorale on pouvait s'attendre à réceptionner moins de dossiers, l'enveloppe dédiée au DVB baisse bien plus, je crois, que le nombre de projets déposés en parallèle. Ce qui m'amène à m'interroger sur notre capacité à préparer collectivement l'avenir de notre département en matière d'accompagnement social et médico-social face aux difficultés dans le secteur de l'enfance, des violences intrafamiliales, du vieillissement et de l'autonomie. Quelles réponses pourrons-nous apporter? Des besoins qui, d'une part, ne diminueront pas dans les années à venir et qui, d'autre part, reposent sur des associations fragilisées. Elles tirent d'ailleurs, nombreuses d'entre elles, une nouvelle fois la sonnette d'alarme car la plupart n'ont plus de trésorerie. Il y a longtemps qu'elles émettent des signaux d'alerte en indiquant qu'elles sont contraintes de licencier et de diminuer leurs activités. Qui accompagnera celles et ceux quand elles ne pourront plus aider et avec quelles conséquences pour notre société? Je pense aussi au collège, qu'il s'agisse du bâti qui nous incombe directement et tout autant l'accompagnement que nous devons proposer aux jeunes nordistes pour qu'ils puissent s'épanouir grâce au sport et à la culture, mais tout autant via la lutte contre le harcèlement et les addictions, le soutien à la santé mentale. Quid également des projets structurants pour notre territoire et tout particulièrement pour prendre en compte tous nos besoins concernant le réchauffement climatique et la nécessaire transition énergétique que nous devons réussir pour les générations à venir. Des projets qui ont bien entendu des vertus également à court terme avec des créations d'emplois et qui redonnent de l'attractivité à nos territoires. Évidemment, je ne peux pas oublier les agents du département qui sont les garants de la qualité du service public. Nous le savons et nous le voyons, la fonction publique territoriale manque d'attractivité pour des raisons financières parfois, mais pas seulement. Nos agents des services sociaux sont parfois confrontés à des citoyens excédés et parfois même, disons-le, violents. Pour faire face à ces besoins urgents et ces enjeux d'avenir, il nous faut conjuguer deux ingrédients, la volonté et les moyens. Je ne pense pas que la volonté fasse défaut, même si nous pouvons avoir des divergences parfois quant aux priorités. En revanche, du côté des moyens, le bât blesse et tous les départements, cela a été rappelé, le constatent. Au fil des années, nos missions n'ont cessé de se renforcer, notre fiscalité propre de diminuer jusqu'à quasiment disparaître. Et les dotations de l'État censées nous permettre de déployer nos compétences, de baisser drastiquement. Le tournant a été, je crois, la décision de la suppression de la taxe d'habitation, qui a entraîné le transfert de notre taxe foncière aux communes pour compenser la suppression de cette taxe d'habitation, 18 milliards d'euros en année pleine au niveau national, ce qui a entraîné bien évidemment les difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Celles et ceux qui auront voté cette suppression doivent aussi à un moment donné l'assumer. La décentralisation que nous avons toujours défendue s'entend à condition que les collectivités territoriales disposent de moyens correspondant au rôle qu'on leur attribue. Or, depuis plusieurs années, lorsque la décentralisation est abordée, elle est presque toujours exclusivement évoquée sous l'angle de la spécialisation de ses compétences et de la simplification administrative. En parallèle, lorsque les derniers gouvernements se sont penchés sur les collectivités territoriales, c'est pour leur attribuer une part du déficit dont elles n'étaient pas responsables et envisager de les mettre à contribution pour résorber leur propre déficit de l'État. J'espère donc que nous nous retrouverons tous pour soutenir la motion relative à la solidarité nationale pour un financement plus juste, plus dynamique des politiques sociales sous la responsabilité des départements. Concernant ce budget supplémentaire essentiellement technique, nous voterons toutefois défavorablement en cohérence avec notre vote sur le budget primitif 2025. Je vous remercie de votre attention. La parole est à Loïc Quatlin. Merci.